Mesdames, Messieurs, bonsoir. La présidentielle d'octobre 2025 occupe toujours les devants de l'actualité au Cameroun. À quelques jours de la convocation du corps électoral, la presse s'est particulièrement intéressée aux concertations entamées cette semaine au Palais de l'Unité. En effet, dans la poursuite de l'objectif d'apaisement et de concorde avant, pendant et après les élections, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, tient des concertations régionales telles que prescrites par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. À scène de presse ce soir, nous discutons des résultats possibles de ces concertations et leurs impacts sur l'espace public ainsi que sur le calendrier électoral. Dans un deuxième tableau, nous parlons de la candidature du ministre d'État Bello Bouba Maïgari à l'élection présidentielle. On le sait, depuis quelques jours, à l'issue du congrès de l'UNDP, en fin de semaine dernière, le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, a confirmé ce qui était encore une rumeur, à savoir sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Notre questionnement, quelle lecture faire de cette candidature, surtout quelles seront les conséquences de cette démarche sur le plan politique. Pour dérouler ces sujets, la CRTV a fait venir ce soir Dr Pierre Nka. Bonsoir. Bonsoir, Séverin Alegambele. Dr Pierre Nka, il est journaliste, il est surtout directeur de publication de Sens Politique. C'est une note de conjoncture sur les politiques et actions publiques, le numéro 23 qui est en circulation. Merci d'être là, Dr Pierre Nka. Merci bien. En face de vous, Dr David Melvin et Boutou, bonsoir. Bonsoir Séverin, bonsoir aux copanélistes et toute ma sympathie renouvelée à l'ensemble des téléspectateurs de la CRTV. Merci de me convier une fois de plus à cet échange qui est intéressant et qui commence à intéresser toute la République. Docteur Eboutou, chercheur en relations internationales, militant panafricaniste. C'est cela. À côté de moi, Marie-Jeanne Abega, bonsoir. Bonsoir Séverin, bonsoir à des milliers de spectateurs de scène de presse. Merci beaucoup. Vous êtes membre du comité central de l'UNDP et vous comprenez pourquoi. Je termine par Michel Likoumé. Bonsoir. Bonsoir Séverin, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Michel nous vient de la communication au comité central du RDPC. Oui, tout à fait Séverin. Merci beaucoup. Merci à vous qui prenez la peine de regarder l'émission tous les dimanches soirs. On observe une intense activité au Palais de l'Unité depuis le début de la semaine. Il est indiqué que dans le cadre de l'intensification des activités préparatoires à l'élection présidentielle 2025, le président Paul Biya a instruit le ministre de l'État, secrétaire général de la présidence de la République, de conduire à compter du mardi 1er juillet 2025 et ce jusqu'au 8 juillet 2025 des séances de travail avec les membres du gouvernement et les membres du Parlement, notamment les sénateurs et députés des 10 régions du pays. Selon le calendrier qui a été communiqué, Ferdinand Ngongo a déjà rencontré les forces vives des régions de l'extrême nord, du nord, de la Damawa, de l'ouest, de l'est et du sud-ouest. On attend lundi et mardi prochain celles du nord-ouest, du sud, du littoral et du centre. Sur ce fait d'actualité, Cameroun Tribune parle des concertations stratégiques en rapport avec les candidatures déclarées à la présidentielle de Bello Bouba Maïgari et de Issa Chiroma Bakari. Mutation parle plutôt du contre-feu d'étudier. Et pour vous, à Sens Politique, à bien y voir, Dr Nka, les dites rencontres relèvent d'une approche de gouvernance politique que vous suivez, vous observez depuis bien avant 2018. Oui, merci bien, Séverin Alegambele. Nous sommes là dans notre élément. On observe véritablement la marche des politiques au sens propre du terme et aussi des politiciens qui ont en charge de nous produire des politiques qui peuvent permettre l'émergence du Cameroun sur tous les plans, sans être un slogan, bien sûr. Et la concertation qui s'est ouverte au Palais de l'Unité, est-ce que nous avons été surpris? Non. Au concret, nous l'avons demandé. Dans le cadre de ce sens politique, nous avons suggéré, dès avril 2024, que le camp présidentiel se concerte. Se concerte parce que l'heure est plus ou moins grave. Et nous avons utilisé ce que nous appelons vulgairement chez nous la fabrique des alternatives. Nous n'appelons pas... Alors vous vous appuyez sur quoi pour lancer cet appel? Parce que nous sommes en 2024, en avril 2024. Est-ce qu'on était dans le même contexte, on avait les mêmes problèmes? Non, le contexte est le même depuis que le président de la République a prêté serment le 6 novembre 2018. Il avait lui-même dit que le septennat sera décisif et historique. Et nous nous sommes dit dans ce contexte, lui-même, il doit rentrer dans l'histoire.
Et pour cela, nous avons convoqué La Fontaine. La Fontaine et ses femmes, le laboureur et ses enfants. Nous n'appelons pas ici à une mort ou un parricide. Ce que nous observons simplement et ce que nous avons recommandé, c'est que le camp présidentiel se concerte pour aplanir et baisser la tension en son sein d'abord, au sein de la République. Et lorsque nous avons découvert ce que le secrétaire général de la présidente de la République fait sur instruction du président de la République, cela nous a confortés dans notre position avant-gardiste que nous développons depuis 5 ans bientôt. Le journaliste Farel Ateba, dans l'une de ses chroniques politiques que nous avons lues cette semaine, écrit « Présidentielle 2025, Paul Biya sort du silence. Ngongo aux manettes d'une remobilisation nationale. Le regain d'activité au sommet de l'État envoie un signal fort. Le pouvoir ne veut rien laisser au hasard. Après plusieurs mois marqués par des tensions internes au sein du RDPC, des critiques sur la gouvernance et une montée progressive des discours de rupture dans certaines régions, le président Biya, dit-il, reprend les rênes du jeu politique à travers une mobilisation nationale structurée. Vous avez la même lecture, docteur Eboutou? Alors, moi, je suis plutôt de ces compatriotes qui sont davantage interloqués par cette démarche. D'abord, sur la forme. On nous a dit que cette concertation était à l'initiative du président de la République. Et donc, de prime abord, on s'est dit que certainement ce serait une rencontre ouverte, donc multipartisane. Un deuxième dialogue national? Certainement. Grand dialogue national. Parce que c'est bien le président de la République. Je n'ai pas bien lu quelque part qu'il s'agit du président national du RDPC. Et cela peut évacuer la question du cadre. Parce qu'effectivement, sur la forme toujours, il m'a semblé que si ce sont les élus ou alors les membres du gouvernement appartenant au RDPC, le choix du cadre peut poser problème. Il me semble que le RDPC au niveau de Yaoundé a bien un cadre qui pourrait bien accueillir ces militants, ces hauts cadres pour discuter de ces questions-là. Maintenant, si ça se passe à la présidence de la République, sous la coupole du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, dont on sait que les prérogatives lui consacrent le rôle de relais et d'interface entre le président ou alors la présidence de la République et les membres du gouvernement, on doit donc clairement nous dire que c'est un cadre multipartisan qui vise simplement à récolter un certain nombre d'informations à la haute ou alors la très haute attention du président de la République. Mais ça semble être ça, non? Quand on J'ai l'expert, parce que jusqu'alors, on ne nous a pas apporté tous les éléments qui semblent nous conforter dans cette position-là. Ceux même qui ont pris part jusqu'ici, les régions, je crois, de l'Ouest, du Nord-Ouest, de l'extrême Nord, je crois également, qui ont déjà pris part à cette concertation, sont restés peu disers. Nous voulons davantage savoir quelle est la principale motivation des initiateurs de cette démarche pour effectivement être fixés si effectivement c'est une démarche contrôlée par le RDPC, auquel cas le choix du lieu doit être évacué. Et ce n'est pas bon pour la République. Et si c'est une démarche du président de la République en tant que chef de l'État, alors nous disons qu'effectivement, nous attendons quelques éléments sur le prétexte et l'opportunité de cette rencontre-là qui peut effectivement aller dans le sens de répondre à une certaine conjoncture. Maintenant, je sors rapidement. En relevant quand même que l'intrigue qui peut également étonner, c'est le fait qu'aujourd'hui, on se serait attendu à ce qu'une telle initiative soit quand même pilotée par le Premier ministre, le chef du gouvernement. Pourquoi le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République? Je crois que les initiateurs de cette démarche concertée devraient davantage nous apporter plus d'amples explications, d'autant plus que le contexte se prête à la suspicion. C'est le président de la République qui a initié ces rencontres, c'est lui qui choisit la personne. Est-ce qu'on pourrait savoir pourquoi est-ce qu'il a choisi... Vous savez très bien qu'il y a des parlementaires et des membres du gouvernement appartenant aux régions qui ont déjà été reçus, mais qui sont teintés d'une couleur monopartisane de certains partis politiques de l'opposition qui n'ont pas pris part à ces rencontres. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Est-ce qu'ils ont estimé que c'est une démarche qui relève de l'initiative du RDPC? Et auquel cas, ils ont décidé de se retirer. Et c'est pour cela que je dis, et j'insiste là-dessus, si c'était une démarche multipartisane républicaine, alors qu'on communique largement là-dessus et qu'on associe d'autres leaders, des intellectuels, des leaders de la société civile, etc.,
pour qu'on nous dise effectivement pourquoi cette opportunité, pourquoi ce prétexte et à quoi cela rime en ce moment où nous attendons l'élection présidentielle. Alors, Michel, c'est des concertations républicaines, c'est des concertations partisanes, parce que le débat est autour de la nature même de ces concertations. C'est vrai que quand on écoute ceux qui sont passés par le Palais de l'Unité, ils donnent quelques pistes. Peut-être que ce n'est pas à la grande satisfaction du docteur Eboutou. Comment vous regardez cette affaire? Non, c'est tout à fait normal qu'il y ait cette concertation nationale, qui d'ailleurs est un consensus national. Après quelques tensions que vous avez évoquées, on a eu des gorges chaudes par rapport au fichier électoral qui fait problème, la CNI, la carte nationale d'identité qui fait problème, et on voudrait un consensus. On voudrait que les Camerounais, dans leur entièreté, se mettent d'accord sur un nombre de choses avant les élections. Le leitmotiv local, c'est la paix avant, pendant et après le scrutin. Et pour ce faire, il faut évacuer les problèmes présents qui peuvent écorner, n'est-ce pas, la nature du processus électoral. Là-dedans, nous avons le problème du bulletin unique, nous avons le problème de l'inclusion des jeunes, des personnes vulnérables qu'il faut regarder de très près. Nous avons des zones chrysogènes où des concitoyens qui, dans leur cadre de vote, veulent très bien participer, n'est-ce pas, au processus électoral. Mais si vous évoquez le problème du bulletin unique, ça relève du code électoral. Est-ce qu'on peut penser que... et là, il faut que ça passe par l'Assemblée, ça passe par une concertation avec les partis politiques. Est-ce que le cadre est indiqué pour évoquer ce type de questions? Non, je pense que le cadre est indiqué pour que chacun puisse dire en fait ce qu'il pense mieux pour la bonne tenue des élections dans le pays. Donc rien à écarter, rien n'est à rejeter. C'est bon de récolter toutes ces informations afin que la gestion des élections se déroule de manière sereine. Qu'on sache où est-ce qu'on va, d'où est-ce qu'on vient. Nous avons une certaine opposition qui dénonce par exemple le code électoral. Pendant qu'une autre opposition estime qu'il n'y a pas de problème, on peut aller avec. Donc c'est tout à fait normal qu'on en débatte et qu'on en discute. Nous voulons une sérénité et ça pour le plus grand intérêt de la nation camerounaise. Nous en avons besoin. Nous avons eu des démissions ça et là de certains membres du gouvernement qui sont partis appartenant à l'opposition, qui estiment que, bon, ras-le-bol, nous nous présentons candidats. On ne peut pas rester là figé à regarder comme si rien ne s'était déroulé. Non, ce sont des questions sérieuses qu'il faut prendre au sérieux. Ce sont des Camerounais qui quittent la barque, ce sont des membres du gouvernement qui s'en vont. On ne peut pas se comporter comme ce sont des souris qui quittaient un navire. Non, pas du tout. Donc, je crois qu'il faudrait qu'avec Munici, les forces vives qu'on a eu invitées, à savoir les parlementaires, les membres du gouvernement, puissent se retrouver. Parlant donc du cadre de la présidence de la République, c'est un problème qui concerne l'État du Cameroun et non le RDPC. Si c'était au RDPC que le secrétaire général du RDPC aurait apporté une convocation pour ses militants. Mais non, nous sommes au-delà de ça. Il est conscient d'une concertation nationale parce qu'on recherche un consensus entre tous les citoyens afin qu'on se mette d'accord avant la tenue des élections. Au premier constat, on est d'accord que tout le monde n'y va pas. On a remarqué par exemple au passage de la délégation du Nord l'absence du ministre d'État Bello Bouba Bagari, qui, selon certaines informations, vous allez peut-être nous confirmer ou nous dire si c'est faux, lui, il a pensé que c'était l'occasion, le jour était dédié pour lui à une consultation avec le président du SDF et d'autres partis politiques en vue d'une éventuelle alliance. Alors, à l'UNDP, ces consultations au Palais de l'Unité, qu'est-ce que ça vous dit? Déjà, je vais un peu m'inscrire, pas totalement en faux, quant à ce qu'a dit Madame Dikoumé. Si c'est un problème qui concerne la République, oui, le secrétaire général est compétent parce qu'il a reçu instruction du chef de l'État, certainement. Mais alors, est-ce que les autres partis politiques, les autres membres de la société civile, ne sont-ils pas camerounais? Même si on parle sous cap, parce que ce n'est pas acté, et puis rien n'est officiel, de la démission du ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, président national de l'UNDP. Je ne pense pas qu'il soit invité à cette concertation et qu'il choisisse la politique de la chaise vide. Et bon, c'est lui, par exemple, et d'autres partis d'opposition, et d'autres acteurs de la scène politique qui n'ont pas été conviés à cette concertation. Quelle est l'explication qu'on apporte à cela? Lorsque c'est une concertation nationale,
elle ne doit pas tenir compte de l'appartenance politique. Tout le monde doit y être convié et tout le monde doit y donner son avis. Même si les concernés sont les candidats déclarés à une élection présidentielle, ce n'est pas pour autant qu'ils perdent la qualité d'être des Camerounais. Donc, telle que la chose se présente, telle qu'elle est décrite, je crois que c'est une initiative qui concerne le RDPC. Et peut-être c'est la forme ou la formule qui est biaisée. Si ça concerne le gouvernement, il y a un Premier ministre chef du gouvernement. Le secrétaire général de la présidente de la République joue un rôle administratif. Je ne pense pas que son rôle auprès du président de la République soit uniquement un rôle politique. Il est beaucoup plus un rôle administratif. Donc, le fait que l'UNDP ne soit pas convié à cette consultation. L'UNDP n'a pas été convié ou bien l'UNDP a... À ma connaissance, je ne pense pas parce que même si l'UNDP avait été convié, quelle que soit l'indisponibilité du président national, il aurait désigné quelqu'un. Nous avons un sénateur qui siège au Sénat, nous avons les députés, nous avons d'autres personnes influentes au sein du parti, nous avons même un vice-président de l'Assemblée. Il pouvait représenter le parti à cette concertation. Vous savez, Séverin, il y a quand même quelque chose qui se dégage et qui nécessite une mise à jour. C'est que le fonctionnement de l'État du Cameroun fait du palais de l'unité, le palais de tous les Camerounais. L'activité que mène le secrétaire général de la présidente de la République n'a rien à voir avec le Premier ministre. Vous avez vu que le Premier ministre n'y est pas. Je suis sûr que pour le sud-ouest dont il est originaire, il ne sera pas là. Le fonctionnement du Cameroun ne doit pas être inventé. Et d'ailleurs, nous avons pris le soin de faire un travail là-dessus, sur les 3 pouvoirs au Cameroun depuis l'indépendance. Bien avant, concernant par exemple l'Assemblée nationale. L'exécutif a prééminence sur quasiment tout au Cameroun. Même s'il faut des lois demain, cette concertation peut permettre à un moment donné à ces acteurs clés qu'on appelle généralement les élites, qu'elles soient sincères dans le discours qu'elles tiennent pendant ces concertations qui se tiennent à huis clos. Parce que c'est un huis clos stratégique. On se serait attendu peut-être à une sorte d'autre grand dialogue, comme David Eboutou le dit, société civile. Non. Je crois que chaque ministre qui se respecte au Cameroun a une sorte de laboratoire, un back-office qui travaille pour lui rapporter les attentes de la société. Ce n'est pas pour dire que les cabinets comme les nôtres, nous avons été conviés. Si on l'a été, je ne le dirai pas ici. Mais je dis, de manière précise, c'est comme ça que ça se passe. Le secrétaire général des services de la présidente de la République, quand vous lisez les livres d'anciens secrétaires généraux de la présidente de la République, on vous dit que le président de la République dit souvent, vous allez vous occuper de tout ça. Le tout ça, c'est les segments du pays. Qui mieux qu'un sénateur, un député, un ministre, de connaître la réalité du pays et remonter ça en 2 heures de temps dans un cadre de travail précis. Maintenant, on veut donner peut-être la connotation politicienne. S'il est écrit en en-tête que ça concerne la candidature du président de la République, c'est même bien qu'il en soit ainsi. Parce que c'est aussi une fenêtre d'opportunité. Donner à ces acteurs politiciens aussi de se prononcer et à partir de là, le président de la République, s'il a un rapport fidèle de ce travail, peut en son âme et conscience nous dire « je préfère rentrer au village au regard de ce que j'ai reçu de cette activité ». Cette activité est hautement stratégique et rentre dans ce que nous appelons en sens politique l'intelligence politique. C'est surprenant quand même de voir qu'on pense à ça. Ailleurs, ça se fait sur des questions d'intérêt national. Et moi, des images que j'ai vues, au départ, je n'ai pas vu les images du président de la République. Je crois que c'est le 2e ou 3e jour qu'on a mis des kakemonos à l'effigie du président de la République. Je n'ai pas vu un membre du gouvernement arriver là-bas en tenue du RDPC. Lorsqu'on dit membre du gouvernement, l'UNDP n'est pas y allé, c'est un problème. C'est un problème parce que son alliance, même la candidature de M. Bello Bouba. La question qui se pose, est-ce que l'UNDP a été invité? Non, on n'invite pas l'UNDP. Écoutons-nous bien. Ce n'est pas une invitation agressée
aux partis politiques, à mon sens. C'est l'invitation adressée aux membres du gouvernement, donc, aux députés et aux sénateurs de chaque région de venir en concertation autour de celui dont le rapport dernier, à part les renseignements et les stratégies, dont le rapport dernier arrive sur la table du président de la République pour être pris en compte dans la définition des politiques publiques. Je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Par cette analyse, vous voulez dire que les députés UNDP, le sénateur UNDP et les ministres UNDP ont été conviés à cette concertation et ils ont délibérément refusé. Je refuse que cela soit dit ainsi. Nous parlons de l'objet. Vous n'avez pas la confirmation qu'ils ont été invités. Non, nous parlons de l'objet. Lorsque on dit sénateur au Cameroun, on dit député. Vous-même, vous vous sentez. Vous savez aussi que pour entrer au palais et accéder à une salle, il y a un manifeste. Il y a un manifeste. Est-ce que vous n'avez pas tous les éléments? Donc, vous ne pouvez pas soutenir ce dont vous n'avez pas la maîtrise. Non, nous vous regardons. Ce que j'aurais attendu, c'est que si les sénateurs, l'Ouest par exemple est déjà passé, s'il y a eu des sénateurs ou des maires ou des députés, des partis d'opposition qui n'ont pas eu accès au palais de l'unité, c'est l'occasion pour elles de se manifester et le dire de manière claire. On arrête les supputations, mais moi je reste sur l'objet qui porte convocation des membres du gouvernement, des sénateurs et députés de chaque région à une concertation avec le secrétaire général de la présidente de la République. Oui, je ne vois pas le parti. La difficulté, c'est que c'est des concertations à huis clos. Donc, on n'a pas beaucoup d'éléments, mais peut-être que dans nos échanges, on peut avoir d'autres informations. Les partis doivent communiquer. Oui, moi je crois qu'il faut évacuer quelques confusions. Je craignais d'ailleurs déjà qu'au début, à ma première prise de parole, qu'on soit buté justement à l'absence d'éléments pratiques qui nous permettraient d'analyser avec objectivité un certain nombre de rendus qui nous sont faits sur la base de ces concertations-là. Moi, j'ai par exemple regardé le rendu numérique de la CRTV qui rappelait très clairement qu'il s'agit là des concertations à travers un groupe de travail désigné par le président de la République pour la candidature du président de la République, Paul Biya. C'est écrit sur les pages numériques de la CRTV. Quand on l'a dit, j'y vois donc un aspect strictement politique. Et là, madame la représentante de l'UNDP a parfaitement raison. Alors, il s'agit là d'une réunion teintée aux couleurs du RDPC. Tout le monde ne soutient pas le président de la République ou la politique du président de la République. Donc, quand on dit qu'on invite des parlementaires ou des membres du gouvernement à une telle initiative, ceux qui, en premier chef, se sentent concernés, ce sont ceux qui sont teintés ou frappés des couleurs du RDPC. Et quand je l'ai dit, on voit très bien que ceux qui, comme madame la représentante du UDP, appartiennent à ce parti, dirigé par Belobouba Maïgari, n'ont pas été conviés, peuvent donc justement justifier le fait de n'avoir pas reçu des invitations formelles. Et je suis entièrement d'accord avec, parce que le problème aujourd'hui, c'est peut-être parce que cela commence à discuter au sein de l'opinion publique. Il y a eu une confusion au début. Peut-être la confusion même a été entretenue à dessein. Si effectivement l'objet, comme le dit mon frère Nka, était celui d'aller vers une concertation stratégique à même de fournir un certain nombre d'informations qui permettraient au président de prendre une décision ultime, pourquoi ne donc pas ouvrir une telle initiative? Les parlementaires, les membres du gouvernement ne parlent pas au nom de tous les Camerounais. Non, il y a bien des voix représentatives. La société civile, les Téchéra auraient bien pu être associés. Non, soyons précis, je crois que cette initiative-là visait simplement à réfléchir sur comment postuler et positionner la candidature du président de la République, Paul Biya. C'est de ça qu'il est question. Bon, maintenant, et quand on l'a dit, on revient donc sur la question du lieu et du choix de la place qui accueille ces différentes personnalités-là. Donc, je crois que c'est cette confusion-là qu'il faut évacuer. Mais la réalité est qu'effectivement, ce travail qui est fait un cas va dans le sens de positionner la candidature de M. Biya. Séverin, si vous permettez, Madame Dikoumé, si vous permettez, ce qui s'est passé là, à chaque élection, là je vais schématiser sans être trop égarer nos téléspectateurs. C'est un cycle. 2025 est un nouveau cycle. Et dans ce cycle, il y a des acteurs clés qui doivent parler.
les acteurs clés qui doivent se prononcer sur le président de la République transpartisan. Je parle bien du président de la République transpartisan. Ce sont les membres de son gouvernement au regard de sa stature et de sa longévité. Maintenant, tout ce qui a été... Pas seulement les membres de son... Non, il n'est pas... Écoutez-moi un peu, c'est le camp présidentiel. C'est un camp élitiste où nous et vous, nous n'y sommes pas. C'est eux qui dirigent. Et se disent, ce camp qui dirige le Cameroun a un souci, peut-être, de renouvellement de son chef. Le chef lui-même se dit, au regard de ce que la société camerounaise me renvoie, cernez un peu les acteurs clés élites. Et vous allez me donner le compte rendu de ces acteurs. Là, on est dans la boîte noire en politique publique, dans l'OSIC. C'est la boîte noire. Votre exégèse passe difficilement. Écoutez, je termine par là. Non, c'est pas à la portée de tous. Où est le crime de l'UNDP dans tout ça? Puisque vous avez semblé accuser l'UNDP, vous avez semblé accuser l'UNDP de n'y être pas allé. Il y a une différence entre vous et moi. J'essaie d'expliquer la marche de l'État. Vous êtes politicienne. Il y a une différence. Donc, ce que je dis, c'est que dans cette boîte noire, le président de la République aura, à mon sens, mercredi 9, le compte rendu de tous ces huis clos. Alors, maintenant, les acteurs politiques, pour sortir par là, les acteurs politiques, j'ai lu dans Cameroun Tribune comment on positionne. Oui, monsieur Ngongo, monsieur, tout le monde qui participe à cela, est sur une situation où lui-même, il doit montrer allégeance au chef. C'est pourquoi dans leurs écarts de langage, peut-être dans ce cadre, ils ont tendance à dire on assure la victoire à la candidature du président de la République. Or, le président de la République n'est pas encore candidat et lorsqu'il aura le rapport, on sera à 3 jours de la convocation du corps électoral qui déclenche la date de dépôt des candidatures. Donc c'est un travail que nous devons suivre comme du lait sur du feu. Michel, je vais vous donner la parole, mais j'ai quand même lu, en passant, une analyse de Pierre Kekazo, quelqu'un qui a aussi écrit, qui dit « Ces concertations ont pour fondement de rassembler, de jauger, de bien s'immerger dans le cœur de la nation à l'effet de mieux apprécier les attentes, bien camper les appréhensions, bien sous-peser les doléances aux fins d'orienter efficacement les divers axes de sa stratégie de campagne électorale. » Il faisait une analyse. J'ai lu ça comme ça. Il faut souligner à 2 traits, stratégie de campagne électorale. Michel. C'est important. En tant que stratégie de campagne électorale, ni figue ni raisin, mais je crois quand même que le gouvernement voudrait restaurer une certaine confiance entre le pouvoir, l'opposition et la société civile. Donc quand on mène ces concertations, si c'était par rapport à une stratégie politique pour l'éligibilité du président Paul Biya, non, ça ne se démontre plus. Absolument. Et puis ce n'est pas au Palais de l'Unité là-bas que cela se ferait. Il y a tout un cabinet qui s'occupe de son toilettage, de son image, de tout ce qui va avec, au sein de son shadow cabinet, qui est le comité central du RDPC. Donc je crois que lorsque ces concertations se tiennent, je vous ai dit, c'est pour un consensus national. C'est pour ça que cela se tient. Et quand on appelle les parlementaires, on n'a pas spécifié parlementaires RDPC. Quand on dit les membres du gouvernement, je ne vais pas lire dans la boule de cristal, mais je crois quand même qu'au moment où cette convocation arrivait, les démissionnaires avaient déjà raccroché le tablier. Absolument. Bon, ils ne sont donc plus sentis concernés par l'appel du peuple, par cette invitation-là, qui voulait que les membres du gouvernement et les parlementaires se retrouvent au palais de l'Unité. Bon, peut-être que, docteur Ebouto, comme il y a le sud-ouest, le littoral, le sud-ouest précisément, monsieur aussi. Du SDF, il est du sud-ouest, il est député. Peut-être qu'on va voir s'il sera là. Absolument, c'est pour cela que je parle d'un souci de communication. On n'a pas encore la certitude que tous ces gens n'ont pas été... Nous attendons justement le rendu. Le SDF n'a pas démissionné, n'a pas déclaré sa candidature comme tous les autres. Dans les mêmes conditions, le SDF a son candidat, d'accord, mais ce n'est pas la même chose. Ce qui m'intéresse là maintenant, vraiment nous sommes des citoyens, vous analysez la scène politique nationale, ce qui se passe à l'intérieur, le contexte dans lequel nous nous trouvons. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces concertations? Qu'est-ce qui pourra sortir de là? Et qui pourra impacter soit le calendrier électoral, soit la vie publique en tant que telle, les citoyens que nous sommes? D'abord,
je crois que c'est là où je serais d'accord avec une bribe d'analyse de mon ami Nka qui... Une bribe seulement. Oui, une bribe. Une bribe pour dire que certainement, ce rapport permettrait au président de mieux apprécier l'état du Cameroun en ce moment et de pouvoir se positionner lui-même. Parce que au-delà de tout, au-delà de ces spéculations, la CRTV qui annonce qu'il est candidat et ainsi de suite, il n'y a que le président de la République. Non, la CRTV fait le relais de ce que ses partisans j'ai lu disent. sur vos espaces numériques. Ce n'est pas la CRTV d'annoncer. J'ai lu sur vos espaces numériques. C'est écrit là. Alors, donc, peut-être qu'on a oublié de mettre les guillemets. OK. Alors, donc, je crois que jusqu'ici, nous en sommes encore à spéculer sur la candidature ou pas du président de la République. Il faudrait peut-être qu'il se prononce à ces niveaux-là. Et donc, j'y vois effectivement une manière pour lui à travers, j'espère que ces rencontres sont sincères, j'espère qu'il y a des gens là-bas qui vont se lâcher, qui vont dire clairement au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, ce qu'ils pensent, la situation sur le terrain dans leur localité, la réalité socio-économique de notre pays, la situation politique de l'heure, et que fort de cela, le président va apprécier et pourra donc juger de l'opportunité de continuer ou pas. Là, c'est le premier élément. Maintenant, le deuxième, c'est celui de faire remarquer que, et là j'insiste là-dessus, il faut, au-delà de sortir du flou communicationnel qui entoure ce genre d'initiatives qui peuvent être intéressantes, mais qui ne sont pas suivies d'une communication profonde et approfondie, il faut davantage aujourd'hui constater, et là je parle de la réalité, nous qui flottons avec le peuple au quotidien, il faut davantage constater que cette initiative part d'un prétexte, c'est celui d'une crise, d'une incurie généralisée. Le Cameroun aujourd'hui va mal. C'est tous les secteurs d'activité aujourd'hui qui sont paralysés. Et c'est là le malaise qui, de mon point de vue, a conduit à ces genres de... En fait, l'une des raisons qui ont conduit à ces genres d'initiatives concertées. Et si on part donc de ce constat, que tout le monde peut voir, on n'a pas besoin d'être aveugle, il y a que nous estimons qu'un moment comme celui-là peut susciter également quelques acteurs majeurs qui auront pris part à cette initiative-là de suivre le pas de certains qui aujourd'hui pensent que, voilà, au-delà de l'accompagnement institutionnel, ils pourraient également s'affranchir pour voilà, se positionner à travers un certain nombre de projets qu'eux également peuvent porter. Parce que le fait de participer ou de prendre part à cette initiative ne vaut pas automatiquement un doublement. Soyez d'accord, n'est-ce pas? Vous pouvez y aller pour apporter votre avis, mais au sorti de cela, si vous n'en êtes pas convaincu et que vous pensez que vous êtes... Alors, vous êtes convaincu que d'autres membres du gouvernement vont remettre des démissions, quelque chose comme ça? J'en suis convaincu. Est-ce que c'est le lieu? Est-ce que ils n'ont pas attendu, les autres n'ont pas attendu ce cadre d'échange-là pour le faire? Nous avons un certain nombre d'informations qu'on ne peut pas dire sur des plateaux sérieux comme ceci, mais je puis vous dire que dans les prochaines semaines, il y a des membres du gouvernement appartenant à une certaine aire géographique qui vont suivre le pas de M. Bello et de M. Chiroma. C'est vrai à l'égard et ce que David dit là, il justifie sans l'accepter la tenue de la concertation du palais de l'Unité. Il parlait de bribes à la fin. Personne, dans aucun gouvernement au monde, dans aucun pays au monde, on peut avoir des vagues de démissions actées ou potentielles et qu'on ne réunit pas l'équipe autour. On veut savoir par des gestes, par ce qui est dit, si vous êtes avec nous ou si vous serez contre nous sur le champ électoral à venir. Et ça, c'est un travail d'intelligence politique, pas politique au sens politicien du terme, madame. Lisez-moi comme ça. C'est-à-dire, le secrétaire... Pourquoi seulement à madame? Non, parce que je vous vois bien... C'est la politique stratégique. Oui. C'est-à-dire, c'est la stratégie de l'État. C'est-à-dire, imaginez-vous un matin, ce sont des choses qui se passent dans les grandes démocraties où le gouvernement va devant l'Assemblée et pose la question de confiance. Mais ce n'est pas ce qui arrive au Cameroun ces jours-ci. C'est que des individus, David vous dit que d'autres vont venir, j'en doute, mais des individus d'une certaine catégorie décident de partir. Et lorsqu'on convoque, je voulais... Vous n'avez pas vu ceux qui sont partis revenir, non, je voulais... Non, si vous lisez Sens Politique, on savait, certains, le ministre Chiroma a été déjà au circuit sur le plan de la lecture politique. On a évoqué ces sujets la semaine dernière. Je veux simplement dire ceci, c'est que cette concertation, de par la qualité des acteurs, est une rencontre entre
le local et le central. Le central. Le central, ce sont les membres du gouvernement. Le local, ce sont les sénateurs, ce sont les députés. RDPC. Madame. Vous voulez parler d'un État, parce que quand vous parlez de la concertation au sein de l'État, ça veut dire que vous êtes en train de nous justifier que c'est l'État Madame, RDPC. l'histoire du Cameroun. Non, L'histoire du Cameroun. Vous êtes en train de nous dire que c'est l'État RDPC qui est en train de faire sa concertation interne pour faire un rapport de la situation. Écoutez. Je vous rappelle donc ceci. C'est pas seulement le RDPC qui vit au Cameroun. Il y a d'autres personnes qui vivent au Cameroun et qui peuvent donner leur point de vue quand il faut faire l'analyse socio-politique, économique et tout ce qui va avec au Cameroun. Ça ne peut pas seulement être circonscrit à ceux qui ont une appartenance à un seul parti politique. Ce que je sais, votre parti n'a jamais déchiré son alliance avec le RDPC. Est-ce que vous êtes de jamais. C'est-à-dire de manière. Non, ça c'est une lecture. Ça c'est le politologue. C'est le politologue qui vous le dit en termes. On va revenir sur. C'est-à-dire votre volonté de vous dédouaner à la dernière minute du gouvernement RDPC est un problème, madame. Docteur, quand on va revenir, L'UNDP que vous représentez ici a signé une alliance en 97 avec le RDPC. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous dire que le RDPC gouverne seul, alors que vous également, vous faites partie de ce gouvernement. Docteur, ce que je voulais dire, on va revenir sur cette marche commune entre l'UNDP et le RDPC en la deuxième partie de l'émission. Je voulais demander à Madame Abega, est-ce que vous avez quand même espoir qu'au terme de ces concertations, il y aura quelque chose de potable, quelque chose à retenir, quelque chose qui peut nous faire avancer, espérer des lendemains meilleurs? Parce qu'on parle d'une élection présidentielle apaisée. Il faut que les résultats qui découleront de cette élection-là soient acceptés par tous. Je voudrais dire que pour ceux qui observent la scène politique et qui observent les comportements, vous savez que le ministre Bello n'est pas bavard et n'est pas agité. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Et vous voulez donc me poser la question de savoir si les termes ou bien les conclusions de la concertation à laquelle nous ne sommes pas concernés vont nous conforter. Comment est-ce que ces conclusions vont nous conforter alors que nous n'avons pas pris part à la concertation? C'est une question ambiguë. Et je peux même dire, c'est vrai que c'est une question tendancieuse et c'est une question qui veut me piéger. Je ne peux pas endosser la responsabilité. Abega, je ne vous piège pas. Non, je ne peux pas endosser la responsabilité d'une chose à laquelle je n'appartiens pas. Je ne sais pas de quoi il parle. Non, mais je peux faire. Non, dit ce qu'il pensait sans être là-dedans. Non, ce n'est pas seulement les députés. Il s'agit d'une concertation. Et une concertation à laquelle l'UNDP ne prend pas part. Je voudrais dire ceci, si vous voulez mon analyse personnelle, c'est une analyse, je veux dire qu'ils sont en train de se concerter pour voir les nouvelles stratégies sur comment ils vont se partager le gâteau national, sans les autres, comme d'habitude. Donc, c'est à ça que ça va aboutir. Parce que chacun, quand c'est une concertation qui invite les gens par région, par secteur, ça veut dire que chacun s'en va dans sa région pour se positionner, pour devenir le chef de cette région-là et avoir la même mise sur les richesses du Cameroun en excluant ceux qui ne parlent pas le même langage que vous autres. C'est ça ma lecture de la chose. Alors, c'est votre point de vue, Michel. On respecte ce point de vue. Pas du tout. Je reste encore à 1000 lieues de là. Je continue de parler de concertation nationale en termes de consensus national. Au terme, n'est-ce pas, de cette concertation, qu'est-ce que personnellement j'attends ou que les Camerounais attendent? C'est une élection apaisée, une élection non contestée, parce qu'on pourrait déboucher, n'est-ce pas, une légitimité partagée, ce qui pourrait nous plonger dans un chaos quelconque. Aussi, nous avons besoin d'une convention entre l'opposition et le pouvoir. C'est ce qui, quelque part aussi, est recherché. Bon, estimer que les gens s'enferment parce que, bon, il y a un gâteau quelconque, non. Je n'ai pas coutume de parler du Cameroun sous ce prisme-là. Tout ce qu'on recherche aussi, c'est la transparence de la commission électorale pendant le scrutin, et par la suite garantir une élection paisible pour tous les Camerounais. En fait, c'est ça que l'on recherche autour de ces concertations. Lorsqu'on parle d'un sénateur, c'est peut-être le sénateur d'une contrée, mais quand on parle d'un député, il est question du député de la nation. Quand on parle d'un ministre, d'un membre du gouvernement, c'est un ministre de la nation. Donc, je ne comprends pas pourquoi il devait y avoir ce malaise-là, à savoir qu'on a appelé des gens. Et je répète encore, je l'ai déjà dit, qu'il est certain qu'au moment où l'invitation arrivait, certains avaient déjà déposé leur démission.
donc estimer qu'on est exclu. Je ne pense pas. Quand on parle de concertation nationale, il n'y a plus d'exclusion qui tienne. Ça veut dire que quelque part, on dit une chose et son contraire. Et aussi, dans cette concertation, quand on écoute les uns les autres pour emprunter également au docteur Mboutou, ce n'est pas tout le monde qui va dans le sens de caresser les choses, dans le sens du poil, non. On a affaire là à des Camerounais intelligents, à des Camerounais matures, à des Camerounais qui savent ce qu'ils veulent. Ce sont des Camerounais qui connaissent le terrain, qui tous les jours mettent le doigt là où ça ne va pas. À l'entame de mon propos ici, je vous ai dit que cela va sans dire. On a eu quelques tensions de la part de l'opposition qui dénonçait par exemple le code électoral, qui dénonçait par exemple la non-publication des listes. Il y a autant de choses qu'il faudrait voir de très près. Et les Camerounais, dans leur grande majorité, attendent encore la carte nationale d'identité. Je ne voudrais pas rentrer dans les théories typiquement scientifiques. Je veux du terre à terre afin que ces choses se comprennent. Il faut le faire afin qu'au soir, à l'aube du 17 juillet, les Camerounais dans leur entièreté aient retrouvé une confiance nationale les uns avec les autres et aillent sereinement aux urnes. Sur l'espace public, il y a des attentes? Oui, les attentes sont là. Les attentes, par exemple, moi, à titre personnel, j'attends bien voir le président de la République répondre à ce qu'il nous a promis en 2022 devant la communauté internationale. Rentre-t-il au village ou bien va-t-il rester en ville? Et je crois que là, lui-même, il engage à nouveau sa responsabilité. Il est président de la République, il a convoqué ses ministres qui ont travaillé avec son secrétaire général. On va lui faire un compte rendu et lui-même, en son âme et conscience, on espère qu'il va prendre la décision. La décision pour l'espace public aussi, c'est que les gens, c'est vrai, ce que je vais dire là peut paraître un peu d'habitude, un peu illusoire pour certains, mais c'est un travail de laboratoire. Il faut qu'on développe chez nous ce qu'on appelle la séparabilité. La séparabilité signifie que vous pouvez être un politicien d'un parti politique, mais lorsque la nation vous appelle, vous travaillez pour la nation en taisant plus ou moins vos différences partisanes. C'est le maître mot que moi je retiens de cette concertation. Et maintenant, ceux qui veulent à coup sûr, je crois que le RDPC a la chance d'avoir le ministre de l'administration territoriale qui est du RDPC. S'ils ont une concertation partisane à faire, ils peuvent la faire. Et autre chose, est-ce que le palais de l'unité, le lieu par excellence de travail du président de la République, lui est interdit de convoquer des acteurs de son parti pour travailler avec lui dans ce cadre? Je doute. Non, ce que moi j'attends peut-être en vous parlez d'acteurs de son parti. Oui, ce que je termine, et je termine aussi une attente, c'est qu'au sortir de ce, peut-être avant la convocation du corps électoral, que le président de la République reçoive tous les acteurs politiciens, les leaders au palais de l'unité, et il rassure les Camerounais sur les élections qui arrivent. Puisque ces élections, au sens même de ce que je pense, le fait du populisme, c'est le fait d'un type de langage que nous utilisons sur les réseaux sociaux pour s'aimer souvent le climat de la peur, qui est normal à toutes les élections présidentielles. Alors, on espère que cette démarche qui est en cours pourra rallier les sceptiques, convaincre les déçus et neutraliser ceux qui, il faut le dire, travaillent aussi pour que nous ayons des élections tendues au Cameroun. Ça, personne n'a besoin de ça pour la bonne marche de notre pays. Ça continue, c'est jusqu'à mardi. On va attendre peut-être qu'il y aura une suite. De toutes les façons, nous gardons le regard tourné vers le palais de l'unité. Au sorti des premières journées de concertation conduites par le ministre d'État, secrétaire général de la présidente de la République, Ferdinand Ngongo, nous avons pu recueillir ces avis que nous partageons avec vous. Regardons. Ça nous a permis, l'élite de l'Adamawa, de nous rencontrer pour parler d'un même temps, d'une même ardeur, en vue de dire ce que nous pensons comme stratégie, que nous n'allons pas dévoiler aujourd'hui, pour que la victoire soit éclatante
au profit de notre président national, le président Paul Biya. Toutes les doléances ont été recensées, à court terme, à long terme, et je crois que son écoute nous permet de partir avec beaucoup d'assurance sur le terrain pour aller développer entre nous toutes les stratégies nécessaires et de porter le message du chef de l'État à nos populations. La région de l'Ouest est très sensible à cette initiative qui est très originale. Initiative au cours de laquelle les parlementaires, en même temps que les membres du gouvernement, ont rencontré le... Nous avons été conviés par monsieur le secrétaire général de la présidence, le ministre d'État, sous haute instruction de son Excellence, monsieur le président de la République. C'est une concertation en vue de préparer les élections présidentielles à venir. Vous savez, ce n'est pas la première fois. À chaque fois qu'il y a une élection d'une telle importance dans notre pays, nous, les acteurs politiques, les parlementaires, nous sommes consultés pour apporter notre contribution dans la vie de la nation. C'est dans ce sens que nous sommes conviés aujourd'hui et nous avons pu discuter avec le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, pour lui faire part de l'état d'esprit de nos populations en cette veille de l'élection présidentielle. Il nous a écoutés, il va rendre compte à qui de... Ce n'est pas une surprise. À chaque fois qu'il y a une élection d'une telle importance, il y a toujours des sons de discordance. Ce n'est pas la première fois, mais nous sommes confiants. La population de la région du Nord que nous représentons aujourd'hui est confiante. Nous sommes prêts et nous attendons la convocation du corps électoral pour que notre président national, son Excellence M. Paul Biya, présente sa candidature et que nous allons en rang serré pour le plébisciter. C'était donc des réactions que nous avons pu collecter. Nous rappelons que les concertations se poursuivent jusqu'à mardi 8 juillet. Quelques réactions sur le plateau? Oui, moi je suis conforté par ce que je viens d'écouter, parce que ça me conforte dans mon analyse. En fait, c'était une initiative du RDPC, n'est-ce pas? Et laquelle initiative des membres du gouvernement connotés du RDPC et des parlementaires connotés au RDPC qui visaient simplement à définir... Peut-être que le langage de l'acteur en question a trahi sa pensée. Ah, certainement, mais je m'appuie sur ce que vous venez de nous présenter. Donc, il s'agissait là d'un cabinet noir qui s'est réuni, pour emprunter le propos de mon ami Nka, qui s'est réuni pour élaborer des stratégies allant dans le sens de positionner ou de repositionner la candidature du président de la République, Paul Biya, pour une éventuelle victoire à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ça me conforte, ça me conforte. Je vais aller dans le sens de David. Nous comprenons donc que M. Nka voulait nous convaincre d'accepter ce qui n'était pas réel. L'extrait que nous avons suivi nous a donné l'information exacte. L'objet de la réunion, c'est les stratégies de campagne. Comment feront-ils pour convaincre? Comment feront-ils pour mais là c'est quelques personnes qui ont parlé. Hein, oui, c'est quelques personnes, mais ça va dans le même sens. Ça va dans je crois que tous ceux qui sont intervenus... quelques personnes. Oui. C'est vrai. Il faut... Elle n'avait pas terminé. Hein. Oui. C'était galant. Tous ceux qui sont intervenus vont dans le même sens. Le sens de la campagne, le sens de la préparation de la candidature du président Paul Biya à l'élection présidentielle. Donc, c'est une réunion des acteurs du RDPC. Madame Abega, ce qu'il faut dire aussi, c'est des députés du RDPC, dont ils ne peuvent que prêcher pour le chapelle. Justement. Donc ils sont allés là-bas poser peut-être le problème de l'élection dans le cadre de leur parti. C'est vrai, les Gambélés. C'est clair. C'est vrai, les Gambélés. Je reste constant de mes sorties du départ. Il peut y avoir des dérapages de communication des acteurs ayant participé sur cette affaire, mais tant que moi, je ne vois pas sur un document physique l'effigie du RDPC, je ne colle pas cette activité au RDPC. Concernant la candidature... Non, je termine, David. David, je termine là-dessus. Et concernant la candidature du président de la République, Paul Biya, au regard du fait que nos politiques publiques, je parle de politique publique,
laisse une liberté à M. Paul Biya d'être candidat en 2025, cela fait l'objet d'un débat de politique publique parce qu'on a dit au Cameroun depuis 2008, en modifiant la Constitution, que le mandat du président de la République est de 7 ans, renouvelable une fois. À ce niveau, chaque élection qui se présente, M. Paul Biya, que ce soit en interne de son gouvernement ou dans les partis de l'opposition, mérite un travail de politique publique. C'est un cycle, je l'ai dit. On se demande, est-ce que ce monsieur que nous avons à la tête de ce pays peut continuer? Ça, c'est une question légitime au camp présidentiel. Et pour sortir, dans nos concrets éloignés, lorsque un villageois, pour dire villageois, ce n'est pas une insulte, lorsque quelqu'un qui vit hors du centre de décision apprend qu'un ministre a démissionné, 2 ministres ont démissionné, 3 ministres ont démissionné, il doute de l'État. Il croit que l'État n'existe plus. Cette activité de concertation, c'est de recréer le climat de confiance entre l'État, pas des individus, l'État incarné par des ministres, des députés et des sénateurs vis-à-vis de nous, la population. Nous rassurer que les décisions qui sont prises au service de l'intérêt national. Les lectures politiciennes, je vous laisse le choix de les faire. Quelqu'un veut prêter des mots aux acteurs que nous venons d'écouter. Je constate que la tripartite n'a pas fait naufrage dans notre pays. À travers ces concertations, nous avons 2 flèches, une qui va vers le haut, une qui descend, en ce sens que le secrétaire général s'adresse aux forces vives, aux parlementaires, aux membres du gouvernement, et les députés qui sont des représentants du peuple. Donc, ils vont retransmettre tout ce qu'ils ont entendu. Et ce que le peuple a envoyé comme contenu sera convoyé par le secrétaire général vers le chef de l'État. C'est la restauration de la confiance, de la cohésion nationale. Donc, je crois que ces concertations ont de bonnes raisons d'être. À l'issue du congrès de l'UNDP en fin de semaine dernière, le ministre d'État Bello Bouba Maïgari a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle à venir. Évidemment, dans les journaux de la semaine, l'interprétation du choix du ministre d'État est diversement appréciée. Commençons par ce qui fait débat, peut-être qu'on a commencé à évoquer ça. Personnellement, j'ai écouté le ministre d'État dans une interview qu'il a accordée à la Deutsche Welle. Il dit qu'il y a un document qui est adressé au chef de l'État et dont il n'a pas révélé le contenu. Alors, en interne, dans les journaux, on a dit que le ministre a démissionné. On a même évoqué d'autres membres du gouvernement ou de la coloration UNDP qui ont démissionné. Qu'en est-il exactement? Le comité central s'est réuni, mais il s'est réuni pour donner quitus au président national de se présenter à l'élection présidentielle. Le comité central n'a en rien statué sur la question de la démission d'un ministre ou bien des ministres délégués ou secrétaires d'État. Parce que les règlements intérieurs de l'UNDP, article 9, verset 1, chapitre 1, excusez-moi, chapitre 1. Non, c'est normal, les versets. Non, c'est très important. Je suis habitué au verset. Donc, chapitre 9, article 1, ça ne confère pas, ça n'oblige pas un membre du gouvernement à démissionner. Même les statuts au chapitre 8, article 2, il n'y a pas d'obligation à dire aux autres membres du gouvernement de démissionner, mais ils sont libres de prouver leur appartenance aux idéaux du parti. Donc, le comité central a eu pour seul point à l'ordre du jour la candidature de M. Bello Bouba Maïgari à l'élection présidentielle. Il n'a pas statué sur autre chose. Donc, quant à ce qui concerne la lettre du président national adressée au président de la République, ça, nous ne connaissons pas le contenu. Tout comme vous. Il a dit qu'il ne revient pas à lui de mettre sur la place publique ce qu'il dit au président de la République. Parce que nous sommes conscients à l'UNDP que la République n'est pas dans la rue. C'est la raison pour laquelle nous ne mettons pas nos lettres dans la rue et sur les réseaux sociaux. Le président de la République est celui-là qui doit avoir la primeur du contenu de cette lettre. Donc, je n'ai pas reçu quitus de venir commenter du contenu de la dite lettre, que je ne connais d'ailleurs pas. Alors,
West Echo, c'est un journal que vous connaissez bien, écrit « L'ex-G27 du SDF s'invite dans l'équation du Grand Nord ». Parlant des transactions en vue de l'élection présidentielle, l'info à chaud indique que l'UNDP et le MRC sont main dans la main, tandis qu'Émergence s'interroge sur ce qui reste de l'alliance via Grand Nord. Ce qui s'est passé, le ministre Chiroma est parti, il a déclaré sa candidature, le ministre d'État Bello Bouba déclare également sa candidature. On a lu les journaux cette semaine. Est-ce qu'il y a rupture de banc entre l'ordre régnant et le Grand Nord, tel que vous voyez les choses évoluer? Michel? Non, nous sommes dans une république, Séverin. La république ne se résume pas qu'aux partis politiques. La république reste debout, indépendamment de tout le foisonnement de partis politiques que nous pouvons avoir. Donc la République au-dessus de tout parti. Donc il est de bon ton pour chaque ministre d'estimer qu'il quitte le gouvernement parce qu'il se sent plus à l'aise, même si ce gouvernement a fait alliance avec le parti au pouvoir. Vous savez, aucune alliance n'est éternelle. Un moment, pour des motivations qui nous sont propres, pour une raison ou une autre, on peut décider de partir. Encore que nous ne sommes pas ici dans une monarchie. La démocratie, elle avance, elle suit son bonhomme de chemin. Nous ne sommes non plus dans une autocratie où on a un monsieur au sommet avec un gourdin, n'est-ce pas, qui tape sur les doigts des récalcitrants. Non, pas du tout. Le président Biya, qui est le chantre, n'est-ce pas, de la démocratie, nous a toujours dit dans le RDPC de nous préparer à la concurrence. Et ce mot concurrence est revenu une fois dans la plupart de ses discours. Donc, on peut avoir un allié aujourd'hui qui devient, n'est-ce pas, l'opposant de demain. Ce n'est pas un problème du tout. Sur la plateforme de l'action gouvernementale, UNDP, RDPC, il n'y a rien qui interdit que l'UNDP présente un candidat à l'élection présidentielle. Ça, il faut être clair là-dessus. C'était un document, c'était des accords qui ont été établis, mais il n'y a pas une clause de cette nature-là. Maintenant, voyons les choses au-delà de l'UNDP, parce que ce qui s'est passé, c'est davantage la région du Nord. Hein. Les deux ministres candidats, c'est le Nord. Et on a suivi d'autres acteurs de la société civile, d'autres acteurs politiques dans cette partie du pays, avec des discours parfois clivants. Je peux prendre la parole. Oui, merci. Et quand vous parlez de discours clivants de quelques acteurs de la société civile, moi, ça me renvoie tout de suite à une chronique que j'ai publiée sur ma page Facebook cette semaine et qui a d'ailleurs été largement relayée. Une chronique qui venait un peu en réponse à un aîné, quelqu'un que je connais et avec qui on se fréquente, Aboubakar Ousmane Mé, qui est passé dans un média et qui a semblé célébrer une victoire avant la victoire en rappelant effectivement, en fait, il a laissé croire que le septentrion était une réalité politique homogène. Moi, je m'inscris en faux face à ce genre de lecture-là. On ne va pas nous faire croire aujourd'hui que les démissions du ministre Chiroma et du ministre d'État Bello Bouba Maïgari vont faire consensus au niveau de l'électorat du septentrion. C'est faux. Nous avons un électorat hétéroclite qui s'appuie à la fois sur les communautés, sur des ressentis, sur un certain nombre de divergences qui font que, en réalité, personne ne peut aller aux élections prochaines parce que ressortissant de cette partie du territoire, en étant réellement sûr qu'il aura tout l'électorat de cette partie du territoire-là. Là, vraiment, il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, quand je l'ai dit, cela vient façonner ou alors jeter un autre regard sur cette façon de voir qui voulait que, parce qu'on est ressortissant d'une zone, on emporte forcément l'électorat de cette partie-là. Et donc, on pourrait faire des calculs arithmétiques qui feraient qu'un ressortissant du Grand Sud peut faire alliance automatique avec un ressortissant du Grand Nord et ça crée une victoire automatique à l'élection présidentielle. Je crois qu'il faut sortir de ce genre de calcul qui commence à éreinter ceux qui nous regardent et ceux qui nous lisent au quotidien, n'est-ce pas? Nous sommes en République et il y a un travail de fond que les uns et les autres doivent faire. Mais la réalité communautaire également dans cette République. Je le dis. Et d'ailleurs, vous me rejoignez quand vous parlez de réalité communautaire. Mais dans le Grand Nord, par exemple, mais il y a les Peuls, il y a les Moundans, il y a les Tupuri, il y a les Mandara, il y a. Allez-y discuter avec eux. Vous savez, quand on a récemment remplacé M. Chiroma par M. Mounouna, moi j'ai vu des images de quelques ressortissants de Guidère
n'est-ce pas? D'où est ressortissant M. Mounouna, qui exultait de joie. Pourquoi ils exultaient de joie? Parce qu'ils se reconnaissent en M. Mounouna et ils se disent, ils donnent une connotation, une interprétation politique à ces gestes-là, en se disant c'est un acte de confiance que le président vient de leur faire. Moi, je n'ai pas vu les gars de Kousséri jubiler. Je n'ai pas vu les gens de la Damawa jubiler. Donc, pour dire quoi? Pour dire que ce n'est pas automatique. Cette lecture qui veut que, parce qu'on est ressortissant d'une zone précise, que l'on emporte forcément l'électorat de cette zone-là parce qu'on pense être le plus légitime de cette zone-là. Quand nous parlons du Nord, d'où sont originaires M. Chiroma et M. Bello aujourd'hui, vous savez, le nombre de leaders politiques qu'il y a simplement dans le Nord aujourd'hui, à Garoua simplement. Alors, est-ce que ça fait peur au RDPC? Non, ça ne saurait faire peur au RDPC. Le RDPC, c'est ce parti qui a su gagner la confiance des Camerounais sur l'étendue du territoire national. Et à la suite de M. Mboutou, je voudrais vous dire qu'il y a un vivier politique hors norme dans le Nord, la Damawa et l'extrême Nord. Même si dans la Damawa, récemment, l'UNDP a eu à grappiller quelques places, mais aujourd'hui, le RDPC s'est remis en selle, se bat, n'est-ce pas, pour récupérer, n'est-ce pas, les portions perdues. Et il est question aussi de comprendre que le RDPC ne saurait craindre, ne saurait même avoir peur, au vu non simplement de la mosaïque des militants, au vu. Mais l'UNDP, c'est quand même un allié de poids. Oui, c'est un allié de poids, mais tout à fait, on ne peut pas régner ce que l'UNDP nous a apporté. La consolidation de la paix et de l'unité au Cameroun, c'est aussi l'UNDP. On ne saurait avoir peur pour la simple raison qu'il avait apporté. La paix est donc déjà là. Tout ce qu'il nous a donné, ce sont des acquis. Nous n'avons pas demandé à nous séparer de lui. Il a demandé à partir. Et comme je vous ai dit, nous ne sommes pas dans une monarchie. On est libre de partir, de claquer la porte quand on ne se sent plus à l'aise. On peut avoir ses raisons, mais on ne peut pas avoir peur. Le RDPC est bien implanté. Le RDPC jouit d'une majorité à l'Assemblée nationale. Le RDPC jouit d'une majorité dans les régions, au niveau même des municipalités. Donc, c'est pour vous dire que le RDPC simplement se renouvelle en interne, essaie de voir des stratégies pour démarrer et aller de l'avant. Ce n'est pas une question de C'est vrai, les Gambélé. Moi, je crois qu'il faut quand même qu'on ait une culture politique un peu plus élargie en ayant chaque fois qu'il y a une situation comme celle de juin 2025 avec ces démissions, questionner l'histoire. Il y a 42 ans, en juin 1983, le même Bello Boba était dans la même posture d'aujourd'hui, en train de dire qu'ils vont démissionner. C'est écrit à la page 140 à 150 de La Flamme et la Fumée de Henri Bamdodo. Même chose. Il voulait déstabiliser Paul Biya quand il était plus jeune. Ça n'a pas marché. Ils reviennent faire. C'est pourquoi vous citez tous les journaux là, mais le texte ou l'interview de M. Jacques Famendongo, rien de nouveau. Il a raison, c'est du remix. Attention, c'est un mauvais exemple. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que vous voulez insinuer dans votre propos que le fait que le président Bello se soit déclaré... Est-ce qu'il faisait l'unanimité dans votre parti? Qu'il a été déclaré candidat, ça veut dire que c'est une manœuvre pour déstabiliser le président Paul Biya. Je refuse de C'est pour prendre son pouvoir. C'est pour le remplacer. S'il va à l'élection pour ne pas gagner, il va donc faire quoi? Monsieur, l'ambition de tout parti politique, c'est le pouvoir. Si vous l'ignorez, le pouvoir en 83, en 83 c'est la même chose. Non, monsieur, c'est un problème si un président de parti politique se présente candidat. Ce n'est pas un problème. Et pourquoi vous pensez que vous voyez en la candidature du président Bello la déstabilisation du président Paul Biya? Il est camerounais et il jouit de tous ses droits. Et le comité central de l'UNDP lui a donné la latitude de se présenter candidat. Je ne vois pas en quoi vous lisez la déstabilisation du président Paul Biya. C'est que le président Biya perd le pouvoir, ou bien monsieur, vous n'allez pas nous prêter les intentions. Vous n'êtes pas de l'UNDP. Ou bien c'est la surenchère que vous venez faire. Oui, on ne fait pas. Même si on fait la surenchère, ça concerne, c'est la cuisine interne de l'UNDP. Et maintenant, vous venez parler des choses de l'UNDP. 1983, juin 1983. Ça veut dire que vous vivez dans le passé. Non, nous vivons dans le futur et dans le présent. Non, monsieur, je refuse que vous parliez ainsi. Et je vais vous dire ceci. Nous étions au comité central, ce n'était pas un congrès.
je rectifie le terme. C'était la réunion du comité central. Le comité central n'a pas évoqué le comité central n'a pas évoqué la question des alliances. Et on ne peut pas venir parler de ce dont le comité central n'a pas donné quitus. Vous voyez la déstabilisation où? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce qu'il y a beaucoup de candidats déclarés? Donc vous voyez que c'est seulement la candidature du président Bello qui fait problème. C'est ça? Vous avez terminé? Je m'arrête un peu là. Ok, madame, comprenez-moi bien. Monsieur Bello Bouba démissionne ou bien veut être candidat à la présidence de la République pour déstabiliser le camp présidentiel. C'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis. C'est vous qui le dites. Je suis politologue et je le dis. C'est vous qui le dites. Vous attribuez ça, c'est très grave. Déstabiliser, c'est le fragiliser. C'est très grave ce que vous êtes en train de dire. Vous nous attribuez le trouble au sein du pays. Non, monsieur, je ne vais pas vous écouter et je ne peux pas accepter ça. Oui. Vous dites que c'est le président Bello qui veut déstabiliser le président Pompidou. Par élégance, je retire le mot déstabiliser. Voilà. Je vous redis, la démission de Bello Bouba vise à fragiliser le président Biya. Il est libre de démissionner. En 2027. Et il est libre d'être candidat. Et je dis, c'est un remix fait par le même Bello Bouba, Premier ministre en juin 83, où il cherchait dans la logique de s'allier tous les ministres nordistes de l'époque sur convocation d'une autre autorité de l'État dans la fameuse maison du lac. C'est l'histoire de notre pays. Ça se répète et simplement. Et ça se tient en ce moment. Comme lui, il avait convoqué dans la fameuse maison. C'est sa maison, c'est sa résidence. C'est pas sa résidence. Justement, vous avez, il est en résidence surveillée. Chère madame, c'est le remix. Monsieur Bello n'est pas en résidence surveillée. Il est libre de recevoir qui il veut chez lui. Parce que c'est un candidat, c'est un Camerounais qui vit de ses droits. Alors, vous n'allez pas lui interdire les réceptions. Monsieur, quand vous terminez, on va avancer. Oui, laissez-moi terminer. Rapidement. Lorsque j'ai dit qu'il cherche à fragiliser, ça se justifie par le comportement de la suite. Les réceptions, c'est-à-dire en même temps que le SGPR reçoit les forces vives au Palais de l'Unité, de par sa posture de premier parti représenté à l'Assemblée nationale qui lui donne le statut de leader de l'opposition, il reçoit les autres leaders d'opposition pour une concertation visant réellement à damer le pion à M. Paul Biya. Sauf que vous savez, c'est vrai, laisse-moi terminer. Laissez-moi terminer. Non, je suis coupé, monsieur. Vous avez beaucoup parlé, vous avez parlé plus que une minute. Vous voyez bien que, laissez-moi sortir par là, vous voyez bien que la candidature de M. Bello, et vous le savez, madame, c'est que l'objet du comité central, c'était que l'UNDP présente un candidat. Pas forcément Bello Bouba. Il s'est imposé dans la logique d'une gérontocratie imposée. Retirez le mot imposé. D'une gérontocratie perpétuelle que l'opposition veut multiplier pour accompagner. Retirez le mot imposé. Retirez le mot imposé. Sens politique est un laboratoire de recherche. Vous allez retirer le mot imposé. Choisi. Il ne fait pas consensus au sein de votre parti et vous le savez. Vous êtes dans notre parti. Je vous ai promis. C'est la gérontocratie. Vous êtes dans la promotion de la gérontocratie. David. Je crois que c'est un jeu normal. Nous sommes en politique. Et chaque leader politique a vocation justement à se mouvoir dans l'espace qui est le nôtre pour pouvoir exister politiquement. Parce que cela, il va de sa capacité même à envoyer des signaux aux électeurs pour leur rappeler que j'existe politiquement et je peux porter vos aspirations. Et donc, quand M. Nka rappelle que quelqu'un a rappelé comme ça, à la suite de la démission de monsieur, en fait, à la suite de l'annonce de la candidature de monsieur Bello Bouba, que rien de nouveau. Je crois que c'est comme ça. J'y vois beaucoup d'ostentation et cela me rappelle tous les désordres qui se passent au sud aujourd'hui. C'est d'ailleurs du fait justement de ce genre de propos qui n'honorent pas toujours ce genre de personnalité-là. Monsieur Bello Bouba, c'est quand même la liberté de se prononcer sur des sujets. Mais nous disons, en tant qu'analystes, n'est-ce pas? Oui, ils le font avec leurs mots. Et oui, mais en tant qu'analystes, n'est-ce pas? Nous sommes aussi en latitude de penser que c'est ce genre de propos qui font que dans des régions où ces personnalités sont originaires aujourd'hui, il y a un désordre et ce sont des personnalités aujourd'hui elles-mêmes sont remises en question là-bas dans leur propre parti. C'est connu, moi je viens de la région de ce monsieur-là, donc je sais ce qui s'y passe. Je balaye rapidement pour dire que, vous savez, M. Bello c'est un homme d'État, il faut respecter ce ton politique. Il fait quand même, parce que j'ai cru voir un peu
Monsieur Nka a semblé voler par tout à l'heure. C'est un homme d'État respectable. Oui, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Mais c'est pas sur le plan politicien, je me prononce. Non, sur le plan politicien, je vais donc vous dire. Je me prononce. Ce parti-là, M. Bello a quand même sauvé le régime de Yaoundé. Vous le savez. Donc il est un gars a quand même sauvé le régime de Yaoundé. Hein? Sans M. Bello, vous savez très bien que le régime de Yaoundé dans les années 90, qui chancelait, aurait perdu le pouvoir. Donc je crois qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a eu une alliance conjoncturelle à un moment qui a permis au régime de M. Biya d'exister. Et aujourd'hui, il y a un autre contexte qui fait qu'avec les enjeux du moment, M. Bello, qui, on peut tout lui reprocher, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est un homme d'État, donc il a une certaine jugeote politique, il a été à la tête d'un certain nombre de départements ministériels, donc il a la maîtrise d'un certain nombre de dossiers, il a un certain type d'informations. Il pense aujourd'hui pouvoir porter les aspirations des uns et des autres. C'est la gérontocratie, là, monsieur. Oui, je ne me prononce pas sur cet aspect-là. Non, vous devez également vous prononcer là-dessus. Parce que j'ai un avis qui est connu là-dessus. Si vous voulez, je vais vous le dire ici. Moi, je ne voterai pas pour quelqu'un qui a plus de 60 ans. Et ça, c'est connu. Alors, dites-moi, autour de cette table, ce n'est pas un problème personnel, ministre d'État Bello Bouba Maïgari. On en parle parce que c'est un homme d'État, c'est un acteur public, d'accord. Mais sa démarche, jugeons un peu sa démarche, elle aura quel impact sur le plan politique, d'une manière générale? L'impact, c'est qu'il a reçu le retour de son action. Avec les démissions, les 2 démissions, ils sont liés. Le contexte d'en face, quand gouvernant, a eu l'intelligence de faire l'objet du premier sujet. C'est un recadrage, un maillage où les acteurs politiciens se mettent en branle après des données terribles. Ce n'est pas pour rien que vous avez vu Mamadou Mota, originaire du Septentrion, vice-président du MSC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, aller à la rencontre de Bello Bouba. Et on vous dit qu'il est aussi allé rencontrer M. Issa Chiroma. On vous dit qu'il est simplement le plénipotentiaire pour la rencontre de haut sommet. C'est pour dire que les enjeux politiciens de 2018, le RDPC 2025. De 2025, le RDPC aura du travail plus que par le passé, que ce soit avec leur candidat naturel, président national, M. Paul Biya, ou un autre candidat, ça va jouer dur, ça va se jouer au couteau. Et à un moment donné, le citoyen, c'est pourquoi moi, dans mon éveil, dans mon éducation populaire que je fais, j'invite le citoyen à ne regarder que son intérêt personnel, parce que les gérontocrates qui ont collaboré hier ensemble, s'ils se décident de s'opposer aujourd'hui, il faut qu'on regarde ça clairement et qu'on sache quel avenir le Cameroun aura demain. Madame Abega, politiquement? Politiquement, un président de parti politique doit viser le pouvoir. Ce n'est pas interdit. C'est légitime. Oui. Et les analyses qui en découlent dépendent de ceux qui analysent de la sorte. Et par ailleurs, si un citoyen, même M. Nka, peut solliciter l'audience auprès de mon président national, il sera reçu. Ce n'est pas une affaire de Mamadou Mota ou bien une affaire de... Il ne reçoit pas tout le monde quand même. Il doit recevoir, il reçoit tout le monde. Ne venez pas... Jusqu'à sa démission, on n'avait jamais vu ça, madame. Je refuse que vous jugez son comportement. Vous avez vu ça avant. Vous avez un problème particulier avec lui. Non, il n'y a aucun problème. Non, je ne peux pas accepter, je ne peux pas digérer tout ça. Est-ce que vous avez demandé l'audience et il ne vous a pas reçu? Il reçoit les gens en audience. Et puis, s'il ne peut pas vous recevoir en audience, il va donner à un de ses collaborateurs qui va lui rendre compte. Et puis, politiquement, M. Bello, président national de l'UNDP, a sa base militante. Et ce n'est pas parce qu'on parle d'une alliance que le comité central n'a pas évoqué qu'on va penser qu'il n'est pas libre de ses mouvements. C'est sa base militante qui lui donne la latitude et l'oquitus de se présenter. La question qui se pose, Madame Abega, et je crois que tout le monde vous l'avez lu, c'est que est-ce que le fait d'avoir déclaré sa candidature, est-ce que cela n'annonce pas le début effectif, même si la question n'a pas été évoquée pendant la réunion du comité central, le début effectif de la rupture
On va mettre fin à cette plateforme d'action gouvernementale. Et si c'est le cas, le citoyen normal qui pense que deux entités qui ont cheminé ensemble pour la paix, l'unité, lorsque les deux entités se séparent, on a peur de ce qui peut suivre. C'est ça la question de fond. Je veux dire ceci. Est-ce que, je sais que vous êtes journaliste, il est journaliste, il est politologue, vous avez lu les termes, le fond de l'alliance, la forme de l'alliance, vous l'avez lu, n'est-ce pas? Vous avez l'alliance. Il est écrit quelque part qu'il est interdit. Non, il n'est pas écrit qu'il est interdit qu'il soit candidat. Il doit se présenter. Et maintenant, je refuse qu'on attribue à l'UNDP les velléités de désordre ou alors les velléités de violence. Non. La séparation, si elle est actée, elle n'est que normale. Mais si les couples divorcent, si les amitiés se déchirent, mais en nous, pourquoi est-ce que vous voyez en l'UNDP une déchirure qui fait mal? L'UNDP est légitimement autonome et jouit de ses droits de présenter son candidat. Et M. Bello, en tant qu'individu, ne peut pas dire à sa base que je refuse de me porter candidat quand la base a décidé que tu seras candidat. Et il est candidat, le candidat que la base a choisi. Donc, le comité central, je suis membre du comité central, j'étais parmi ceux qui ont opéré le choix. Les conséquences politiques de cette démarche-là? Alors, d'abord, je remarque que le président Bello, Bouba, c'est un véritable homme politique au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'il sait lire, qu'il sait ressentir les événements, sait les anticiper. Parce qu'en décidant de quitter la barque de cette alliance maintenant, je crois qu'il a voulu se réinventer, il a voulu renaître quelque part. Vous savez, les alliances que le RDPC a entrepris avec un certain nombre de partis politiques ont contribué à noyer et à tuer politiquement ces différents leaders-là. La plupart n'existent plus. Regardez ce que certains sont devenus, je ne veux pas les citer nommément aujourd'hui, qui en viennent à oublier parfois de porter l'écharpe de leur propre parti politique pour s'habiller en l'écharpe du président national du RDPC. C'est parfois dégoûtant de voir ça. Quand je l'ai dit, je crois qu'il faut également reconnaître en M. Bello le fait qu'il sait qu'un véritable homme politique n'existe que parce qu'effectivement il a une base militante, comme l'a dit Mme Abega, qui le soutient. Et en ce moment précis, je crois qu'il a été on lui a presque forcé la main. Moi, j'ai commencé à suivre depuis au moins 3 mois les mouvements de base menés par des acteurs populistes de ce parti politique-là, les Yandal et autres, qui disaient que cette fois-ci, il fallait absolument que l'UNDP ait son candidat. Et moi, je doutais, je me disais, mais M. Bello, qui est bien dans son petit confort de ministre du Tourisme, vous n'allez pas lui demander quand même d'aller forcer la main à celui qui a donné ce petit gâteau-là. Mais vous voyez, il a décidé de suivre la base et il a dit, bon, ok, pour que je continue d'exister politiquement, il faut que je réponde à l'appel de la base. Je crois on a besoin de ce type d'acteurs politiques. Maintenant, est-ce que cela aura une incidence à l'élection qui arrive là? J'en doute. Michel, on est à la sortie, à la fin de l'émission. Oui, je voulais dire, c'est vrai que les alliances que le RDPC a signées avec les partis d'opposition étaient conjoncturelles. Et parce qu'elles étaient conjoncturelles, le RDPC n'avait pas perdu de sa lucidité. Et parce qu'elle n'a pas perdu de sa lucidité, il y a toujours eu en interne une certaine dynamique qui avait déjà prévu toutes ces équations. Au cas où telle part, voilà ce que je fais. Donc il y a une dynamique mise en place qui m'amène aujourd'hui à avoir confiance et à comprendre qu'il pourrait y avoir des conséquences, mais au minima. Docteur Nkan, quelques mots, parce que si on vous laisse encore le temps... Oui, quelques mots, c'est que chaque fois que l'UNDP a voulu remettre en question peut-être la forme de gouvernement avec le RDPC, l'UNDP a été froissé. On a en souvenance en 2018 lorsque l'UNDP perd les sénateurs de toute la région du Nord au profit du SIF. De l'Adamawa, merci madame. On a tout cela en mémoire. Et c'est à l'Adamawa, peut-être le mauvais enfant de l'UNDP, c'est-à-dire en termes de présence quand même dans les exécutifs communaux, on voit bien l'UNDP. Mais le président de la République, peut-être là-bas, n'a pas pensé donner un ministre d'une certaine envergure à l'UNDP dans cette région. Tout ça peut constituer des frustrations, mais moi, mon mot de fin, c'est que lorsqu'on atteint
l'âge de M. Bello Bouba. Il n'a que 78 ans. Oui, laissez-moi terminer. Lorsqu'on a été homme d'État, pour moi, c'est l'homme d'État le plus... L'homme en deuxième position après M. Biya. Bello Bouba est le deuxième pour moi le plus renseigné sur notre histoire politique au Cameroun. Ce que j'attendais de lui, c'est de transmettre. Transmettre, c'était de coacher un jeune pour qu'il vienne. Monsieur David Eboutou a dit qu'il ne peut pas voter pour un plus de 60 ans. Oui, ça c'est son avis. Hein. Ce n'est que son avis et plusieurs peut-être. Ses fans peuvent peut-être suivre son regard. Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci beaucoup pour cet échange convivial sur des sujets profonds qui nous interpellent tous. Merci également à toutes les équipes rédactionnelles et techniques que conduit Nathan Kwaweb, qui est toujours avec nous. Merci à nos amis caméramans qui sont en face de nous et surtout à vous qui prenez la peine de regarder l'émission dimanche soir. S'il plaît à Dieu, nous nous retrouvons dans une semaine. Bonne suite des programmes sur la CRTV.